va se demander si l'Europe doit se mêler de ce casse-tête catalan. On a déjà posé la question. La réponse de la Commission européenne, c'est de dire non. Est-ce vrai ou est-ce du pipeau? Élément de réflexion avec Christian Dupont et le crayon de Benoît Viérin. Nous n'avons pas nous infiltrer, à nous insérer dans ce débat hispano-espagnol. D'un côté, Puigdemont, une sorte d'ange de l'indépendance, prêt à se sacrifier pour la cause. Il a fait voter un référendum en se moquant d'une série de procédures. Il proclame l'indépendance alors que 42% seulement des Catalans se sont rendus aux urnes. De l'autre, Rajoy, plus diable qu'ange. Et sa réponse à la consultation populaire, ce fut la violence, puis l'emprisonnement. Le même Rajoy, qui parlant du Venezuela, disait récemment Venezuela fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero. Cela fait des années que Rajoy et son parti refusent de dialoguer avec les indépendantistes catalans. Une absence de dialogue dénoncée par Puigdemont et ses amis. Pour eux, ce refus concerne l'Europe. Permettre au gouvernement espagnol de ne pas dialoguer, c'est finir avec l'idée d'Europe. Et c'est une erreur énorme que tout le monde, pas uniquement nous, tout le monde va payer. Mais pour l'Europe, ce n'est pas son problème. Une position appuyée par les chefs d'État européens. Même si au sein du PPE, le parti de Mariano Rajoy et de Jean-Claude Juncker, certains nuancent quelque peu leur jugement vis-à-vis du gouvernement espagnol, comme l'ancienne commissaire Viviane Reding. Ce qui me choque, que maintenant c'est à la justice de résoudre un problème qui a été créé par les politiques et que les politiques n'ont pas été capables de résoudre au fil des années. L'Europe et la démocratie, un couple difficile. Même quand elle intervient, elle paraît impuissante. La Hongrie comme la Pologne poursuivent leurs dérives autoritaires et nationalistes. Finalement, elle n'est forte que quand elle impose l'austérité en Grèce ou ailleurs, en outrepassant souvent l'état de droit. Entre l'ange et le démon, l'Europe préfère une fois encore se mettre la tête dans le sable, pas sûr que cela la rapproche des citoyens. Voilà, je vous présente Gérard Deprez. Vous êtes député européen et vice-président du Parti libéral en Belgique. C'est en fait le parti du Premier ministre Charles Michel. Et rappelons que Carles Puigdemont et 4 autres ministres sont précisément en exil dans votre pays, en Belgique. Alors, vous venez de voir cette petite séquence. Vous êtes d'accord? L'Europe se met la tête dans le sable? Écoutez, j'ai pas raffolé de ce truc. J'ai trouvé que c'était assez sommaire et je dirais qu'on différencie deux camps, le camp du diable et le camp de l'ange. Et ça ne correspond à rien à la réalité. M. Puigdemont n'est pas un ange et M. Rajoy n'est pas le diable. Il y a un différend politique qui est sérieux et qui est grave et qui doit d'abord être réglé entre Catalans et entre les Catalans et le reste de l'Espagne. Et pourquoi l'Europe ne doit pas s'en mêler? Parce que nous vivons dans un régime de droit. Bien. Les traités confèrent aux institutions de l'Union européenne un certain nombre de compétences. Et ce sont les États membres qui ont conféré ces compétences. Et l'idée que l'Union européenne peut intervenir dans un processus interne, parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, comme c'est le cas, on a fait l'analogie avec Maduro et le Venezuela. Maduro a fait tirer sur des gens qui manifestaient. Il y a des dizaines de morts au Venezuela qui ont été recensés pendant les campagnes contre Maduro. Faire l'analogie, ça n'a absolument aucun sens entre ce qui se passe en Espagne et ce qui se passe au Venezuela. Et donc l'Union européenne ne peut pas intervenir aussi pour une raison simple. C'est quel camp elle va choisir. Elle ne peut pas choisir un camp. Elle doit se trouver nécessairement du côté de la loi, du côté du droit. Et de tous les interlocuteurs que vous avez interrogés qui sont venus parler ici, ils disent tous que M. Puigdemont et les responsables politiques catalans n'ont pas respecté objectivement ni la Constitution espagnole, ni la Constitution catalane. Donc ils ont enfreint
les deux constitutions. Donc ils se sont mis en dehors de l'état de droit. Est-ce que ça veut dire que pour ça je plaide pour qu'on les mette en prison? Je ne pense pas que c'était nécessaire. Je veux dire, il y a différents politiques, ils ont mal géré d'un côté et de l'autre la situation. Il est clair que ceux qui n'ont pas respecté l'état de droit doivent subir des sanctions. Les mettre en prison, ça me semble quand même assez singulier. Alors je veux bien qu'on mette de côté peut-être le cas du Venezuela, mais l'Europe a quand même un peu fait la leçon à la Hongrie, à la Pologne, et là parce que c'est l'Espagne, il faudrait rien dire. Moi j'avoue que je comprends pas bien. Ah non, les cas ne sont pas du tout comparables. Dans ce qui s'est passé en Espagne, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté par les dirigeants politiques de la Catalogne. L'ordre constitutionnel espagnol de toute l'Espagne et la constitution propre de la Catalogne, ils n'ont pas respecté leurs propres règles. Quand vous allez chez Orban et que vous avez en Pologne maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des décisions qui mettent l'état de droit en cause de manière grave. Prenez le cas polonais. Ils prennent des décisions et ils proposent des mesures en matière d'organisation de la justice qui donnent la mainmise à l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Ce qui est un principe totalement contradictoire avec la démocratie que nous connaissons et qui est basée sur la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, l'Union est fondée à s'interroger sur le fait de savoir si le gouvernement légitime de Pologne, parce qu'il est légitime, n'est pas occupé à entrer dans l'illégalité en faisant des choses qui ne sont pas acceptables, même aux yeux de la Constitution polonaise. Alors, on va remettre une pièce dans le jukebox, comme on dit. On va réécouter Ivan Fox, le militant catalan qu'on a vu au début de cette émission, et qui a une question pour vous, une question qui pique. Bonjour, Monsieur Gérard Deprez. Que pensez-vous d'un gouvernement européen du XXIe siècle qui répond à coups de matraque à un peuple qui ne fait qu'aller voter? Et qu'en pense l'Europe avec vous? Merci. Réponse? Oh, je n'ai pas aimé objectivement les débordements policiers qui ont eu lieu. Ils ne sont pas tolérables et on ne les tolérerait nulle part. Ça veut dire qu'il y a eu une faute qui a été commise par les forces de sécurité. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu un débordement policier que ce qui se préparait était légal. Donc, je répète, je regrette les débordements policiers qui ont eu lieu, mais je persiste à affirmer, et je ne suis pas le seul, tous les juristes vous le diront et tous les politiques de bonne foi vous le diront, la situation dans laquelle les dirigeants catalans ont mis la Catalogne n'était pas légitime. Mais Gérard Deprez, est-ce que vous n'êtes pas mal pris quand même, vous, en Belgique? Parce que vous faites partie d'un gouvernement dirigé par Charles Michel, qui, lui, officiellement soutient Madrid, mais en même temps, dans ce gouvernement, il y a des nationalistes flamands qui soutiennent ouvertement les Catalans. Oui. Mais le gouvernement que nous avons formé avec la NVA est basé sur un principe que pendant cette législature, la NVA ne parle pas de l'indépendance de la Flandre. Pas du tout. Et d'ailleurs, à mon avis... Mais elle parle de celle des Catalans. Oui, mais ça coûte moins cher. Parce que quand on parle de l'indépendance de la Flandre, il faut l'organiser. Tandis que quand on soutient les Catalans, on est responsable de rien du tout et on regarde de l'extérieur ce qui se passe en Catalogne. Donc il n'y a pas de commune mesure entre les deux situations. La NVA, pour l'instant, respecte le contrat gouvernemental qu'elle a signé avec les autres partenaires. Elle ne défend pas ouvertement et elle ne provoque pas des événements qui conduisent à l'indépendance de la Flandre. Donc la NVA, pour ceux qui ne sont pas belges, c'est le Parti nationaliste flamand qui est au pouvoir. Objectivement, et ce n'est pas du tout le même cas que la Catalogne, le plus grand parti de Flandre et le plus grand parti de Belgique. Il faut le savoir. Et donc, comparer les deux situations ne me semble pas avoir beaucoup de sens. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur Carles Puigdemont? Il est ici, en Belgique, votre pays. Est-ce qu'il faut l'extrader pour vous? Écoutez, ce n'est pas moi qui décide. Je me doutais que vous alliez répondre ça, mais il y a quand même 30 ans possibles de réclusion comme conséquence. C'est beaucoup. Écoutez, je suis d'abord de ceux qui pensent, et on l'a déjà dit ici, qu'on ne réglera pas le problème entre les Catalans entre eux, les deux camps, et les Catalans avec le reste de l'Espagne, par des voies judiciaires. C'est un problème politique et ce problème ne trouvera sa solution que politiquement. Mais qu'est-ce que je constate maintenant?
que M. Puigdemont et ses amis, les responsables gouvernementaux, ont pris des décisions contraires à l'ordre constitutionnel espagnol et même à l'ordre constitutionnel catalan, qu'ils ont organisé des élections très objectivement, pardonnez-moi, qui sont une imposture, puisqu'ils n'ont pas, ils disent qu'ils ont déclaré l'indépendance de la Catalogne et en même temps, il n'y a pas 42% des Catalans qui ont participé au vote. Donc tout ça est un mauvais cinéma et un mauvais scénario. Et donc, si la justice espagnole estime qu'un certain nombre de ces personnes ont enfreint la loi, ce n'est pas moi qui en suis juge, eux, ils doivent veiller à ce que les lois de leur État soient respectées. Et qu'ils disent, ces personnes-là ne les ont pas respectées, et donc, nous devons prendre des sanctions à leur égard. Est-ce que ça impliquait de les mettre en prison? Je vous avoue que personnellement, je trouve que non. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme de pression politique pour les mettre autour de la table? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça des semaines et des mois. Il faut à un moment donné que cette crise trouve une solution, oui, qu'on avance. Et la solution, je pense qu'elle ne pourra se trouver que de manière démocratique. Et de manière démocratique, ça veut dire que les citoyens vont devoir se prononcer, et pas 42% des citoyens. Et ils vont le faire le 21 décembre. Et ils vont le faire le 21 décembre. Et si les séparatistes l'emportent à nouveau, casse départ. À partir de ce moment-là, il faudra voir comment les Espagnols négocient entre eux, les Catalans entre eux, parce que vous avez deux camps en Catalogne, et c'est ce qui est tragique dans la situation actuelle, et vous avez le clan des Catalans et le clan du reste de l'Espagne. Donc il faudra trouver une solution politique. Moi, j'ai toujours dit, je suis un fédéraliste. Comme je connais un certain nombre de Catalans, je vois que ce sont des gens épris de liberté, dynamique, etc., qui ont envie de prendre leur destin en main. Je vois d'un autre côté que vous avez des Castillans. Ouais. Monsieur Rajoy n'est pas un Castillan, puisque c'est un Galicien, mais centralisateur, avec un certain sens de l'autorité. Je vais utiliser une formule modérée. La solution ne se trouvera pas là-dedans. Ce n'est pas dans le centralisme espagnol à outrance, comme le veulent un certain nombre de conservateurs espagnolistes, et elle n'est pas dans l'indépendance de certaines régions, comme le veulent les nationalistes catalans. Elle est dans l'organisation d'un État dans lequel tout le monde vivra en se sentant respecté pour ce qu'il est et dans lequel existe une certaine solidarité. Parce que ce qui est moche dans ce qui vient de se passer maintenant, et on n'en parle pas assez en Wallonie, ce qui est moche et que je trouve vraiment moche, c'est qu'une partie importante des Catalans qui sont pour l'indépendance, il faut voir leur slogan. Qu'est-ce qu'ils disent? L'Espagne nous vole. On en a marre de payer pour les Espagnols. C'est un réflexe de bourgeois et de riches qui vise à larguer la solidarité avec ceux qui le sont. Mais c'est d'une mocheté incroyable. Alors, les séparatistes sont-ils obligatoirement des égoïstes? C'est ce que s'est demandé Caroline des Haut-Parleurs. Les Haut-Parleurs, c'est une chaîne sur le web réservée à des jeunes reporters francophones à travers le monde. Voyez ce que Caroline nous a envoyé. Are one of the most generous people on earth. We give like more than 10% of our GDP to Wallonia each and every year. Alors il y a une question que je me pose avec tous ces mouvements indépendantistes, c'est ce qu'on va pas juste créer plein de frontières pour être sûr que chacun reste bien tranquille chez soi. Salut, c'est Caroline à Bruxelles. En fait, ce sont juste des égoïstes, les indépendantistes. Alors j'ai rencontré 3 jeunes Européens qui sont chacun pour l'indépendance de leur région. Et j'ai cherché à comprendre si j'avais là juste une bande d'égocentriques. Il y a un argument qui revient souvent quand on parle de séparatisme, c'est l'argent. Parce que souvent, les régions qui veulent être indépendantes, ce sont les régions les plus riches dans le pays. Donc en gros, elles en ont juste marre de payer des impôts pour les régions les plus pauvres. I think we could make some much more sensible decisions on what we spend our money on. I don't think that's really what it comes down to. I think it's purely just that politically, we are a very different nation to the rest of the United Kingdom. I think the money is actually the least important argument for independence movements, because there's a lot of regions as well which actually are the poorer ones. Take a look at Scotland, for example. Enfin, 2 minutes après, il me disait ça. Flemings are one of the most generous people on earth. We give like more than 10% of our GDP to Wallonia each and every year. Alors il y a aussi un autre argument qui revient tout le temps, c'est le fait qu'ils se sentent différents par rapport au reste du pays. No better has there ever been an example of that than the Brexit referendum in June 2016. Every single constituent part of Scotland voted to remain, and yet we're now facing removal from the European Union completely against their will. In Catalonia have another culture and another language, and
The Spanish government for now is not understand that. Flanders and Wallonia, we each have our different language, different culture, different media, different political convictions as well. We're actually two different countries combined into one. Bon, c'est clair, les indépendantistes ne sont pas tous des gros xénophobes. En Belgique, ils sont quand même bien à droite, voire extrême droite. En Écosse, par exemple, ils sont beaucoup plus à gauche. Et en Catalogne, ils sont un peu partout. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'on dirait qu'ils veulent juste pas se mélanger. We hear about people coming to Catalonia and they can speak Spanish. It's not true. We are talking in English. I'm not stop talking with you because you are not talking Catalan. Every Flemish child learns 3 or 4 languages. We are very much open to the world, but we just want our politics to be organized differently. And it's not because we don't like the Walloon people. Alors il y a un truc qui me semble assez important, c'est que tous les habitants de ces régions ne veulent pas être indépendants. La preuve, en 2014, il y a eu un référendum en Écosse et ils ont décidé de ne pas se séparer. En Catalogne, on voit des manifestations pour l'unité de l'Espagne. Et en Flandre, on estime qu'il y a seulement 16% des jeunes qui voudraient être indépendants. I think that the vast majority of these people, once we become an independent country, they will realise that actually the doubts that they had were wrong, and that certainly we can do great things. I don't think a majority of the pro-independence people wants a civil war or wants a witch hunting or something like that. It's not the point. Ce que j'ai compris avec ces rencontres, c'est qu'en fait, les indépendantistes ne veulent pas se replier sur eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur propre gouvernement pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Et d'ailleurs, tous les trois m'ont dit que même si leur région venait à être indépendante, ils voudraient quand même rester dans l'Union européenne. Alors si comme moi vous étiez un peu paumé sur qui sont les indépendantistes et sur tout ce qu'ils veulent, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et n'hésitez pas à retrouver le haut-parleur sur Facebook, Twitter et YouTube. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Gérard Deprez, vous dites quoi, Caroline? Séparatiste égale égoïste? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une chose qui me choquait dans ceux en Catalogne qui réclament l'indépendance parce que le reste de l'Espagne les vole. Je n'ai pas dit que tous les indépendantistes sont des voleurs ou des égoïstes qui veulent garder tout leur argent pour eux. Il y a un mouvement indépendantiste en Corse, par exemple. Vous n'allez pas me dire que la Corse est la région la plus riche de France. Et je pourrais encore citer d'autres exemples. Donc ce n'est certainement pas l'argument. Mais ce qui me frappe au travers de tout ce qu'ils ont dit, c'est que si on prend leur argumentation au pied de la lettre en disant « nous sommes un pays artificiel parce qu'on parle des langues différentes, on ne peut pas avoir notre propre politique, etc. » Mais ce procès-là, c'est un procès fondamentalement anti-européen. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? L'Europe, c'est mettre ensemble des pays qui n'ont pas le même niveau de développement, qui parlent des langues totalement différentes et qui conviennent de dire ensemble, nous allons construire quelque chose dans la solidarité et dans le respect. Donc la crise catalane est une menace pour l'Europe? Je pense que oui, parce que l'argumentation, au-delà de l'argument économique, si vous voulez, l'argumentation qui est de dire, si on le fait tout seul, on le fait mieux. On garde notre argent, on le dépense comme on veut. Et en plus, notre culture, elle n'est pas la même que celle des autres. C'est le prototype même de l'argumentation qui tue l'Europe dans l'œuf, tout en prétendant, comme ils le font, qu'ils sont européens. Mais alors, et leur argumentation est fondamentalement... L'idée ne serait pas de faire comme la Belgique l'a fait, sa façon de gérer le dialogue entre les francophones et les flamands, dont rappelons une partie seulement a des aspirations indépendantistes. Est-ce que l'Espagne ne devrait pas s'inspirer de ce qu'a fait, de ce que fait la Belgique? La Belgique a un exemple à suivre. Je dirais que ce qui me semble, je ne vais pas prendre la Belgique comme modèle parce que ça serait prétentieux. Je vais dire quelque chose quand même. Et compliqué. Ce qui me semble important, mais ça vous fait rire. Attendez, ce qui me semble important, c'est que dans un pays qui a des régions avec une forte personnalité linguistique, historique, on oublie ces éléments-là, il faut un régime qui le reconnaisse et qui l'organise. Et pour moi, c'est un régime fédéral. Il est clair que quand vous avez, comme c'est le cas en Espagne, vous avez des Basques, vous avez des Galiciens, vous avez des Catalans, vous avez des Andalous,
il est clair que tous ces gens-là, pour vivre ensemble, ont besoin d'avoir un modèle politique qui les sécurise dans ce qu'ils sont et qui établit des relations acceptables entre toutes ces communautés et tous ces citoyens. Alors, je ne dis pas que la Belgique est un modèle. Pourquoi? Parce que j'espère que lorsqu'ils vont négocier le fédéralisme, et les Espagnols devront négocier l'organisation d'un régime fédéral pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont maintenant, ils feront un système un peu moins compliqué que le nôtre. Donc oui au modèle belge, mais en nettoyant les scories qui, malheureusement, sont quand même assez nombreuses. Alors, on l'a bien compris, hein, vous êtes contre les séparatistes, mais quelle sera votre attitude demain à l'égard de l'Écosse, si par exemple elle réclame son indépendance après le Brexit, parce qu'ils ne pourront pas être intégrés en Europe, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Vous savez, il y a déjà eu un référendum en Écosse. Et la grande différence entre ce qui s'est passé en Écosse et ce qui vient de se passer en Espagne, c'est que le gouvernement central britannique, alors qu'il était directement mis en cause par la consultation qui a eu lieu en Écosse, il a dit oui, il faut organiser ça, on verra clair. Monsieur Rajoy aurait dit, mais allez-y avec votre consultation, on verra un peu quelles sont les indications. On ne serait pas dans la situation dans laquelle on est maintenant. Et donc je vous dis, s'il y a des extrémistes catalans, il y a une rigidité castillane. C'est ça qui a été à la base de l'impasse dans laquelle on est maintenant. Mais l'Écosse, elle aurait plus de légitimité pour réclamer l'indépendance après le Brexit? Elle serait dans une situation différente de celle dans laquelle elle est maintenant, parce qu'en se retirant de l'Union européenne, les Anglais privent les Écossais de leur appartenance à l'Union européenne. Donc c'est une situation qui doit être examinée avec sérieux. Cela dit, je ne suis pas certain que ça va se produire comme tel. Tout dépendra de la manière dont on va négocier pour le futur les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Merci Gérard Deprez d'être venu au Bar de l'Europe.